Aujourd'hui, j'ai invité un expert de l'intelligence artificielle pour parler du licenciement de Sam Altman. Que s'est-il exactement passé? Quels seront les impacts de cet événement sur le secteur de l'IA? Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Nous répondrons à ces questions et bien d'autres avec Jérémy Perret, ingénieur et docteur en IA. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Du coup, pour commencer et donner un petit peu de contexte à tout ça, il faut dire déjà que Sam Altman, celui qui s'est fait licencier, était le directeur et puis le cofondateur d'OpenAI. Et OpenAI, c'est une entreprise qui aujourd'hui est vraiment leader dans le secteur de l'IA, qui est notamment connue du coup pour avoir lancé ChatGPT il y a un an, et qui ces derniers temps arrêtait pas de lancer de nouvelles fonctionnalités, toutes plus impressionnantes les unes que les autres, à un rythme vraiment délirant. Franchement, il y avait des nouvelles fonctionnalités extrêmement souvent. Et on peut aussi dire qu'OpenAI, c'est quand même l'entreprise qui a très fortement contribué à lancer la nouvelle course à l'intelligence artificielle dans laquelle on est aujourd'hui, je pense, avec, suite à l'annonce de ChatGPT, les codes rouges qui ont été donnés chez Google, plein de gens qui ont viré leurs équipes d'éthique pour aller le plus vite possible, etc., etc. Ça fait quand même partie des principaux facteurs, je pense. Et puis, concernant Sam Altman, on peut aussi dire que ces derniers temps, il était globalement partout, il était invité dans plein de congrès, il a vu plein de personnes extrêmement haut placées, etc. Et visiblement, il s'attendait pas à être licencié, puisque le matin même de son licenciement, il était encore en train de rédiger des mails professionnels, et du coup, il a été vraiment viré d'un coup. Du coup, Sam Altman a pour l'instant été remplacé par Mira Murati, qui a été nommée du coup dirigeante par intérim, qui restera peut-être dirigeante par la suite ou pas, à voir, on en discutera. Et du coup, comme première question pour voir un petit peu ce qui s'est passé à la suite de ce licenciement, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu finalement qu'ont été les réactions des différentes personnes? Déjà peut-être la réaction de Sam Altman lui-même, vu que c'est quand même lui qui est concerné au premier chef, des gens chez OpenAI, et puis peut-être les gens du secteur de l'IA de façon plus générale. Donc la réaction principale, c'était la surprise. C'était comme tu disais, Sam Altman n'a pas eu de notification avant son licenciement. Personne autour ne s'y attendait, y compris les investisseurs. On a des courbes de est-ce que Sam Altman va rester CEO jusqu'à la fin 2023, par exemple. Ça passe de 85% du coup, ça s'effondre. Donc surprise à peu près totale. Et juste, donc la réaction de Sam Altman, c'était bon, je suis pas content de cette décision, je suis peiné, mais c'était un truc très. Sa réaction publique était très consensuelle, hein, la réaction classique du j'ai travaillé avec une équipe formidable et tout, donc voilà ce qui est publié là-dessus là, mais c'était assez clair que c'était pas prévu et que c'était pas du tout du fait de Sam Altman de se faire licencier tout ça. Ce qui s'est passé juste derrière, c'est que beaucoup de seniors, de positions seniors chez OpenAI, la première étant Greg Brockman, j'ai oublié son titre, euh, un des plus vieux employés d'OpenAI, qui était d'ailleurs dans son conseil d'administration également, euh, a quitté OpenAI suite au départ de Sam Altman. Et le lendemain, trois autres figures seniors de OpenAI sont partis aussi. Donc ça commence à faire beaucoup. Et les réactions qu'il y a eu donc ce week-end, c'est un mélange de tractation entre du coup les gens qui sont partis, le conseil d'administration restant, les investisseurs d'OpenAI pour peut-être reprendre Sam Altman, on ne sait pas sous quelles conditions, avant que peut-être il ne démarre une autre structure qui fasse concurrence à OpenAI. Tout cela est extrêmement hypothétique parce que les tractations sont en cours. On ne sait pas s'il va revenir, peut-être. Mais en tout cas, le monde de l'intelligence artificielle de pointe est complètement, enfin,
est relativement secoué par l'événement. Quelles vont être les conséquences? Bon, on va en discuter, mais oui, la principale émotion, c'est la surprise. Ouais, tout à fait. Et est-ce qu'on a aujourd'hui des éléments sur pourquoi est-ce qu'il se serait fait virer comme ça du jour au lendemain, sans avertissement, et de façon générale, pourquoi est-ce qu'il s'est fait virer Alors, uniquement des spéculations. Uniquement des spéculations et enfin, des rapports typiquement issus de journalistes qui ont contacté les membres restants d'OpenAI, comme quoi Ilya Sutskever et Sam Altman, donc Ilya Sutskever qui est un des scientifiques de renom travaillant chez OpenAI, et Sam Altman n'était pas d'accord sur la stratégie à adopter sur ce qu'allait faire OpenAI dans les prochaines années, sur les conséquences que ça allait voir, sur la gouvernance d'OpenAI en général, et que du coup, il y a eu une concertation sur le reste, avec le reste du conseil d'administration, que Sam Altman devait juste partir par la majorité, on le dégage. On aura très probablement plus de détails dans les jours qui viennent, en particulier si Sam Altman revient, ça risque de changer des choses peut-être dans la structure d'OpenAI et personnellement, je n'espère pas dans leur mission initiale, qui était censée de faire en sorte que des systèmes d'IA extrêmement puissants le soient pour le bénéfice de l'humanité. On en discutera peut-être. A priori, donc, un gros différent de gouvernance sur OpenAI. Les détails sont encore inconnus. Ouais, parce que du coup, sur la page disponible sur le site d'OpenAI, là-dessus, ils disent juste le conseil d'administration n'a plus confiance dans la capacité de Sam Altman à diriger la structure. Ça veut pas dire grand-chose, c'est extrêmement vague. Donc, on verra effectivement dans les prochains jours, mais on peut dire effectivement que ça fait quand même un petit moment, j'ai l'impression, qu'à l'intérieur d'OpenAI, il y a vraiment des sortes de clans différents, avec d'un côté des gens qui veulent move fast and break strings, quoi, en mode on va aller vite, on va développer plein de nouvelles fonctionnalités, un petit peu bah, du coup comme le fait Sam Altman, et comme je l'ai dit avant, le nombre de fonctionnalités qui sont en train de sortir sur ChatGPT depuis, alors que ça a été lancé seulement il y a un an, est vraiment délirante, et ce qui peut poser des problèmes en termes de sécurité de l'IA, là où il y a de l'autre côté un autre camp quand même qui est peut-être plus aligné avec le but d'OpenAI, qui a auparavant été une organisation à but non lucratif, qui cherchait, qui avait vraiment comme but de faire de la sûreté et de la sécurité de l'IA, ce qui est moyennement le cas aujourd'hui. On en rediscutera probablement après, quoi. Tout à fait. Il y a une longue histoire de double discours de la part de Sam Altman et de l'équipe d'OpenAI en général. Donc OpenAI a été fondé en 2015 donc par Sam Altman et Elon Musk à l'époque, et le charter, la charte d'OpenAI indiquait, en des termes assez vagues, mais c'était déjà extrêmement clair pour l'époque, voilà, on veut que des systèmes d'IA extrêmement puissants, possiblement suffisamment généraux pour faire autant, voire plus de choses qu'un humain moyen, soient construits pour le bénéfice de l'humanité, en des termes relativement vagues, et après on va voir exactement comment ça va se goupiller. Quelques années plus tard, une partie, donc ils avaient une équipe de sûreté consacrée pas à pousser les capacités de l'IA, mais à s'assurer que ça n'allait pas faire n'importe quoi. Une partie de l'équipe de sûreté, notamment Dario Amodei, s'est barré d'OpenAI pour fonder Anthropic, autre maintenant gros poisson de l'intelligence artificielle, qui a sorti son propre modèle, grand modèle rivalisant avec GPT, donc qui s'appelle Claude, et a emporté avec lui une certaine partie des gens qui étaient à l'époque à OpenAI. Et même encore aujourd'hui, Sam Altman, quand on voit un peu ses interviews, dit à la fois, regardez tous les nouveaux trucs qu'on sort, donc tous les progrès que tu as mentionnés, ChatGPT avec GPT-4 derrière, avec la vision maintenant, avec des effets d'annonce assez gros, et du succès aussi, parce qu'il y a énormément de clients pour ça.
Et de l'autre côté, Sam Altman qui dit oui, mais on est quand même un peu flippé du fait que avoir des systèmes aussi puissants, c'est pas forcément, ça représente quand même un danger pour l'humanité. Alors il a été suivant le raisonnement, il a été soit tourné en ridicule, soit critiqué justement pour son double discours en disant oui, c'est vrai ce que tu dis, mais regarde ce que OpenAI AI sort en même temps, c'est pas très cohérent comme ça. Donc ouais, c'est assez ambigu. Et on sait pas. Et c'est une des plus grosses incertitudes, et du coup, qu'est-ce que le départ de Sam Altman va faire? Parce que un de ceux qui restent derrière, par exemple, c'est Ilya Sutskever, le chief scientist, me semble-t-il, de OpenAI, donc directeur scientifique, qui était, bon, je peux m'étendre sur ses prouesses précédentes, mais qui aussi, dans sa communication, dit, voilà, il y a effectivement des progrès à faire, ça va très vite, il y a des forces qui accélèrent la chose, il y a des forces qui la décélèrent, mais franchement, je pense que le problème de ne pas avoir assez de données, par exemple, on va le résoudre. Donc il est assez optimiste sur le fait qu'on va continuer à faire des progrès dans les prochaines années et que on n'a pas vu la fin de l'effet waouh. Et en même temps, oui, il est important que des gens bossent sur la science de la sûreté, de l'alignement, de faire en sorte que que, que, que ces systèmes d'IA aient le bien de l'humanité dans leur circuit. Je trouve pas ça rassurant, personnellement, parce qu'il y a rien qui dit justement, oui, mais d'accord, mais est-ce qu'on va avoir... c'est quoi qui va arriver en premier exactement? Ça ne nous dit rien sur est-ce que OpenAI ne devrait pas du coup ralentir, vu qu'ils sont à la pointe, pour que ces problématiques de sûreté soient réglées avant qu'une catastrophe n'arrive. Donc voilà, ma conclusion là-dessus, c'est ambiguïté, et du coup incertitude depuis le départ de Sam Altman. Mhm. Et du coup, ouais, à travers ça, on peut se demander quand même, est-ce que finalement c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les gens qui s'intéressent notamment aux risques liés à l'intelligence artificielle? Euh, j'ai l'impression qu'au départ, les gens se sont dit justement, finalement, le fait de virer justement les gens qui sont plutôt dans une logique aller vite et puis peu importe les risques, ça va diminuer les risques du coup, ça va mettre des gens, disons, plus prudents à la place. Je pense qu'il y a notamment aussi Eliezer Yudkowsky qui est très connu dans le domaine, qui avait tweeté très rapidement après en disant que selon lui, ça diminuait quand même considérablement les risques liés à l'intelligence artificielle et j'ai l'impression que la plupart des gens du secteur étaient assez d'accord avec ça. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de switch qui se fait avec les gens qui deviennent peut-être plus pessimistes, notamment du fait de nouveaux éléments qui peuvent rentrer en compte. Toi, quel est ton point de vue là-dessus? Alors, effectivement, alors c'était Yudkowsky avait posté son tweet qui disait j'ai 8,5% plus confiance dans la structure d'OpenAI suite au départ de Sam Altman. Parce que justement, si la structure de gouvernance d'OpenAI, on peut en parler, mais elle est assez particulière, fait que du coup les éléments accélérationnistes se barrent, oui, ça prouve qu'on peut faire des choses en gouvernance. C'est bien. Et les éléments que tu mentionnes, qui sont arrivés après, c'est que oui, les investisseurs poussent quand même pour que Sam Altman revienne. Donc est-ce que finalement cette structure de gouvernance est vraiment robuste et va permettre aux jolis buts qui sont dans la charte d'OpenAI d'être accomplis? Ah, le doute est permis. Parce que lorsque tu dis les investisseurs, justement, ça paraît assez important quand on parle d'OpenAI. Qui sont finalement ces investisseurs? Parce qu'on a, enfin, c'était donc une ONG. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, mais c'est pas non plus une entreprise classique. Peut-être expliquer un peu tout ça qui peut paraître assez flou. Ok. Il y a plusieurs entités qui s'appellent OpenAI. Alors j'ai un joli schéma. Il y a ok.
Alors, au tout début, OpenAI a été conçu comme une non-profit, c'est-à-dire une organisation à but non lucratif, selon le droit américain. Ils se sont rendus compte assez vite, suite à leurs recherches, qu'ils allaient avoir besoin de fonds supplémentaires pour financer toute la puissance de calcul nécessaire à saisir. Donc ils ont monté une deuxième structure et ils ont dit on va faire une structure spéciale qui s'appelle une capped profit, donc une entité à profit plafonné, qui dit bon bah si vous investissez disons 1 million, vous ne pouvez pas récupérer plus de 100 millions, disons, de bénéfices. Tout ce qui est au-dessus est entièrement reversé à l'ONG, à la truc non-profit. Donc c'était leur réponse pour dire bah, on va faire en sorte que on n'investit pas avec une promesse de retour infini. Ok, cool. Mais ça veut dire aussi que à terme, des investisseurs privés, et c'est ce qui s'est passé littéralement juste après l'établissement de cette deuxième structure, Microsoft a pris une part minoritaire, donc enfin on parle de minoritaire, bon c'est à peine moins de la moitié, de cette nouvelle structure, et ce qui a établi le partenariat qui tient encore aujourd'hui entre OpenAI et Microsoft. Pourquoi? Parce que Microsoft dispose de Microsoft Azure, qui est une plateforme de cloud et donc une puissance de calcul absolument phénoménale qui est mise à la disposition d'OpenAI pour faire tourner ces modèles, proposer les services qu'ils proposent maintenant et ainsi de suite. Donc l'infrastructure Microsoft contre une contrepartie, presque la moitié de cette nouvelle structure. Et puis au milieu, par-dessus ça, il y a donc des gens. Donc le conseil d'administration d'OpenAI, celui dont justement Sam Altman et Greg Brockman se sont fait virer récemment, qui contrôle le non-profit, des investisseurs qui ont des parts dans OpenAI, donc la société à responsabilité limitée, et celle qui la contrôle. Donc ça comprend donc les employés d'OpenAI, parce que c'est extrêmement courant aux États-Unis et ailleurs que les employés aient une participation dans la société, donc des actions typiquement, ainsi que les premiers investisseurs d'OpenAI, ceux qui sont arrivés avant le partenariat avec Microsoft. Donc ça fait un joli schéma un peu à deux vitesses, avec le non-profit, non lucratif avec sa charte, qui est contre, et les profits plafonnés avec pas du tout de charte, hein, c'est fort profit, c'est à but lucratif avec un plafond, mais ça reste à but lucratif, qui est contrôlé par l'ONG et le conseil d'administration, du coup, par proxy. Et oui, non, c'est à peu près ça. Donc c'est le schéma paraît un peu compliqué, mais il y a vraiment comment dire, c'est assez marrant parce que ça représente bien, même légalement, le double discours, des intérêts assez divergents entre une ONG qui a sa charte et dont on peut avoir plus ou moins confiance en elle, mais ça reste un truc non lucratif, et la partie qui fait du business et qui a un produit qui a explosé pendant la dernière année. Donc des intérêts concurrents, et on ne sait pas encore qui va gagner à ce magnifique tir à la corde. Et du coup, selon toi, est-ce que c'était finalement un bon pari que de perdre une partie de cette ONG finalement pour avoir accès à plus de puissance de calcul et peut-être mieux réussir leur mission grâce à toute cette infrastructure? Ou est-ce que selon toi, un monde dans lequel il serait resté une organisation à but non lucratif serait un meilleur monde finalement? Mon opinion personnelle a évolué sur le sujet. Au début, j'étais assez enthousiaste que une entreprise qui soit effectivement à la pointe de l'IA et qui comment dire, qui puisse montrer qu'elle est à la pointe et qui ait les ressources pour l'être,
j'étais très enthousiaste par le fait que, bah, à l'époque de GPT-2, donc c'était en 2019, ils n'avaient pas voulu l'ouvrir. Ils avaient fait un gros pied de nez à l'open source et au monde académique en général en disant bah, on va pas sortir GPT-2, on va le garder et on va l'étudier dans notre coin. Et moi j'avais trouvé ça, waouh, trop cool. J'aimerais bien que toutes les entreprises fassent ça parce que ne pas faire proliférer des systèmes, on ne sait pas s'ils sont dangereux ou pas, même si tout le monde est certain que non, à tout moment ça passe, ils sont très très loin du niveau humain, je ne sais pas pourquoi vous faites autant un sang d'encre pour ça, hein. Mais j'adorais le signal, parce que de dire, bah voilà, on trace une ligne dans le sable, ça va, on veut avoir le mécanisme pour dire stop. Parce qu'on veut avoir ce mécanisme en place quand il faudra vraiment dire stop dans le futur et qu'on sera à la limite du dangereux. On peut argumenter que c'est déjà dangereux, mais on veut avoir ce truc en place. Moi, j'étais optimiste à l'époque. Et ça s'est pas passé comme ça du tout. C'est-à-dire que OpenAI, bon, après avoir fait toutes ces, comment dire, toutes les vérifications nécessaires pour dire effectivement on est très loin d'un truc extrêmement dangereux, bah, a continué en fait avec GPT-3 à aller encore plus à l'échelle. Et c'est là que je me suis rendu compte de mon erreur, de mon erreur terrible, qui est que bah non, quand tu commences à avoir un système qui devient plus performant parce que tu peux empiler de la puissance de calcul et que ça s'arrête pas, bah, tu vas pas t'arrêter. Tu vas pas t'arrêter du tout parce que fonctionnellement c'est simple. Si tout ce qui te manque c'est vraiment euh, plus de données, plus de puissance de calcul, bon pas plus de temps, mais des trucs qui peuvent se récupérer relativement vite, contrairement à par exemple de la recherche fondamentale pour trouver les astuces extrêmement compliquées pour que les machines puissent apprendre mieux, bah, la dynamique est très lisible pour des investisseurs. C'est de dire, bah, on appuie sur le bouton et on continue. Donc je me dis que si OpenAI n'avait pas eu dès le début une intention de dire on va faire les trucs les plus gros possibles pour être à la pointe, bah non, ça se serait pas arrivé comme ça. Et a posteriori, seulement a posteriori, je peux dire, bah non, bah, on aurait dû faire autrement. Hmm. Et qu'est-ce que tu penses justement de l'argument qui consiste à dire que finalement plus on a des systèmes gros ou qui se rapprochent finalement d'une IA générale, plus finalement on a d'éléments pour les étudier et trouver une possible solution à ce problème d'alignement des IA générales. Est-ce que ça c'est quelque chose qui tient la route ou pas particulièrement? Ça, oh, ça tient parfaitement la route. Plus on a de systèmes très gros et très dangereux, mieux on peut les étudier. La question, c'est est-ce que le développement et la courbe la courbe de dangerosité va plus vite que la courbe de on arrive à comprendre des trucs. Je rappelle que par exemple, on a quelques dizaines de milliers de chercheurs qui bossent sur faire progresser les capacités en IA et donc la dangerosité de ces systèmes, contre quelques centaines, à tout péter, de chercheurs qui bossent sur la sûreté. Donc, le fait d'avoir ces systèmes et de pouvoir les étudier parce qu'ils sont là, bah, ça nous fait une belle jambe parce que bah, il n'y a pas assez de gens pour les rendre sûrs. Enfin non, pas pour les rendre sûrs. Parce que s'ils sont déjà dangereux, ça, on n'a pas de coup de baguette magique, mais de faire en sorte que la prochaine itération ne soit pas plus dangereuse que eux. Hmm. Et on Donc n'a pas, il n'y a finalement, pas, il y a le pas assez fait de gens qui de bossent dessus. scaler comme ça des systèmes pour qu'ils soient le plus gros possible, c'est pas nécessairement là le problème. Le problème, c'est plutôt qu'on investit beaucoup plus pour scaler encore plus, plutôt que d'investir dans la sécurité pour que le prochain soit sécuritaire finalement. C'est ça. La dynamique toute pourrie est que parce que le scaling marche, ben, la- 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 la-
l'idée de continuer est tellement, enfin, est naturelle. Ça crée, le fait que le scaling marche crée une dynamique dangereuse. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que le fait que OpenAI soit malgré tout pas une entreprise tout à fait classique avec uniquement un but de profit, c'est quelque chose qui est bien, qui permet quand même d'éviter certaines problématiques qui pourraient être liées justement à ce type d'entreprise uniquement basée sur le profit, ou est-ce que finalement ça change pas grand-chose? On va bientôt le savoir. C'est là, la crise de gouvernance aujourd'hui à OpenAI est un test de cette capacité de gouvernance. Si à la fin de, si à la, dans un mois, on se retrouve avec, par exemple, je sais pas moi, Sam Altman qui revient et finalement, au fait, voilà, on a annoncé GPT 4.5 ou et regardez tous les trucs tous les trucs que ça peut faire maintenant, vous vous rendez compte, c'est génial. Bah non, ça veut dire que non, ça marche pas. Là, on a une opportunité d'avoir la réponse à cette question, et en fait, bah, je peux faire toutes les spéculations que je veux. En fait, j'ai plus besoin de faire des spéculations parce que la réponse va arriver très vite. Une des rumeurs que j'ai entendues et qui résonne assez bien, dans ma tête, c'est que après la sortie de GPT-4, selon le modèle absolument standard que OpenAI ne va pas s'arrêter là, ils ont continué à dire bon bah on a GPT-4, on l'a sorti, c'est bien, bah on va pas s'arrêter là, on va entraîner un truc, pas forcément GPT-5, un truc beaucoup plus gros, mais on va essayer de. Sam Altman en avait parlé justement, on va pas démarrer GPT-5 de suite, on va essayer d'étaler GPT-4 sur plein de trucs différents. Donc on va continuer à pousser. Ok. Sauf qu'il est extrêmement possible que depuis que GPT-4 est sorti, donc l'année dernière maintenant, même ouais, non, l'année dernière, ils aient trouvé des trucs authentiquement dangereux et encore plus dangereux qu'avant. On avait vu des trucs inquiétants hein, suite à la sortie de GPT-4, du fait que, par exemple, ça posait pas vraiment de problème à GPT-4 de convaincre quelqu'un de résoudre un captcha. Par exemple, de dire, bon, bah, moi, en tant que langage de modèle, j'ai pas le droit j'ai pas le droit de faire ça, c'est fait par un humain. Mais si tu enlèves les garde-fous standards, on a une machine qui n'a aucun problème à demander à un humain de faire une tâche qui est normalement réservée aux humains et qui du coup va faire en sorte qu'on a une machine qui outrepasse assez facilement les garde-fous posés pour que la machine ne fasse pas n'importe quoi. Donc il n'est pas exclu que de nouveaux progrès en interne à OpenAI aient suffisamment secoué les dissensions internes sur où est-ce qu'on va pour que ce genre de crise de gouvernance arrive. Pour dire non, mais on est là, on est à la limite. Notre coup de passer en fermé, d'avoir une API que personne ne peut voir ce qu'il y a derrière, ça va pas marcher. Mais là, on est vraiment au bord du truc. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. J'ai oublié ta question. C'était est-ce que si la gouvernance si c'était une bonne idée que OpenAI ait une gouvernance comme ça, ben on va le savoir très vite. Je suis d'ailleurs assez peiné que bah, il n'y ait pas d'autres innovations de gouvernance. C'est-à-dire que ce truc de cap profit, de profit plafonné, c'était une innovation en termes de structure qui a aussi été un peu tourné en ridicule en disant vous êtes en train de cacher votre ambition de faire du profit à tout prix en vous donnant bonne conscience en disant on va mettre des limites, gna gna gna. Mais personne n'a fait mieux, c'est-à-dire qu'on a toujours cette division entre, d'un côté, des entreprises qui vont faire du profit en faisant des produits que tout le monde va utiliser un maximum et tout, et de l'autre côté, je vais mettre à peu près dans un même tas le monde académique qui a toujours sa structure de bah, on va être ouvert sur des petites expérimentations qu'on peut relativement contrôler, on va publier, on va être prudent. La réponse d'OpenAI était
Ilias Sutskever disait justement, le monde académique c'est mignon, mais c'est pas ça qui permet les progrès les plus rapides. Oui, mais du coup, est-ce qu'il y a pas moyen d'avoir à la fois de la prudence et beaucoup d'investissements sur des trucs qui sont suffisamment gros pour qu'on puisse les étudier, mais qu'on n'ait pas ces incentives de passer à l'échelle? Est-ce qu'on ne pourrait pas innover sur ce sujet, sur cette gouvernance? Et force est de constater que, à ma connaissance, depuis OpenAI et son innovation en, c'était quoi? C'était 2000, ouais, c'était, oui, entre 2015 et 2000, et 2018, bah, il y a pas eu de nouvel acteur. C'est-à-dire que tous les nouveaux acteurs euh, se sont alignés sur une gouvernance classique de on fait du profit et basta. Ouais, tout à fait. Et donc, pour revenir un petit peu sur l'aspect, finalement, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Et puis aussi sur qu'est-ce qui va se passer ensuite, hein, quelles sont les prochaines choses qui vont se passer. Je peux citer notamment, c'est des sortes de sites qui agrègent, qui mettent ensemble plusieurs probabilités qui sont données par différentes personnes à travers le monde, souvent des personnes qui s'y connaissent très bien. Et généralement, on arrive à des statistiques qui sont relativement pertinentes. Et donc là, typiquement, un de ces sites donc, qui s'appelle Manifold donne 28% de probabilité que dans un an, on considère que le licenciement de Sam Altman ait réduit les risques liés à l'IA. Donc, en tout cas, au moment où on enregistre le podcast, ils sont assez pessimistes. Là où au départ, ils étaient encore une fois plutôt optimistes. Et donc, pour expliquer justement ce regain de pessimisme, on peut parler des nouveaux éléments qui viennent. Je pense qu'il y en a principalement deux, c'est-à-dire qu'avant on pensait que c'était justement quelqu'un plus axé sûreté, etc., qui allait lui succéder, mais finalement peut-être qu'il va lui-même revenir, donc ça pourrait possiblement même augmenter finalement les risques, parce que il pourrait revenir, disons, de façon plus débridée quelque part, donc ça pourrait être un des risques qui n'était pas nécessairement envisagé au départ. Puis l'autre risque, ce serait peut-être qu'il soit licencié pour de bon, mais qu'il crée une autre structure, notamment qui crée une autre structure avec peut-être Brockman typiquement. Donc Sam Altman avait tweeté justement mon travail à OpenAI m'a transformé et a peut-être transformé le monde un peu aussi. J'aurai bientôt des choses à dire sur la suite. Donc voilà, un peu mystérieux. Et puis Brockman qui avait dit de grandes choses arrivent bientôt. Donc très mystérieux aussi, Oh. mais de grandes choses arrivent bientôt. Donc ça, c'est des choses qui peut-être peuvent enlever l'enthousiasme du début chez les gens qui s'intéressent à la sécurité de l'IA, quoi. C'est ça. C'est un effet qui s'est déjà, comment dire, qui s'est déjà produit, donc pas avec Sam Altman. Euh, Ça s'est produit bah, quand GPT-2 est sorti, justement, GPT-2, où bah, quand OpenAI a dit bah, on le fait pas, on l'ouvre pas, et ben il y a plein d'autres labos qui se sont dit bah ah bon, mais du coup vous avez prouvé que c'est possible, et c'est pas très très dur de deviner comment vous l'avez fait. Vous avez juste beaucoup de ressources, bah on va le faire aussi. Et ça a démarré ça a démarré vraiment la tendance de essayer de faire la course avec, OpenAI pour faire aussi des gros modèles d'IA, en mettant plein de ressources. Et maintenant, on a vraiment une prolifération des modèles d'IA. Donc la recette, ce qui est très particulier en intelligence artificielle moderne, c'est que conceptuellement, c'est pas très compliqué de, pas de concurrencer, mais de reproduire la même dynamique que bah, typiquement OpenAI. C'est empiler des transformers, euh, accumuler plein de données, ayez deux, trois personnes qui s'y connaissent pour entraîner de vrais gros modèles, et vous avez un concurrent. Pas un concurrent pas exactement sur le même terrain, mais par exemple, vous avez Mistral, Mistral AI, qui a récupéré un des co-auteurs
je veux dire, Arthur Mensch qui avait bossé sur Llama, qui était la tentative de Meta Facebook pour concurrencer OpenAI, ben, hop, il va et ils font une startup. Il connaît exactement la musique et ça n'a conceptuellement pas été compliqué d'arriver sur le terrain. Donc aujourd'hui, la prolifération, elle est facile. C'est juste terrible. Donc il y a un effet ici bah oui, si Sam Altman et Greg Brockman veulent se barrer et démarrer un truc dans leur coin, du moment qu'ils ont des investisseurs pour leur payer, pour trouver des données et de la puissance de calcul, ils vont pas avoir beaucoup de problèmes. La question est-ce qu'ils iront plus loin qu'OpenAI? Ou est-ce que OpenAI va rester à la pointe et va avoir les petites astuces pour dire on va dépasser le problème de il n'y a pas assez de données sur Internet? Et puis, le risque, si Sam Altman crée une nouvelle entreprise, c'est peut-être justement qu'il n'y ait pas au sein de cette entreprise la même chose qu'il pouvait y avoir à OpenAI avec un clan qui essaye quand même de tirer un peu plus vers le côté sécurité. Là, ça risque d'être encore plus débridé et donc de donner des choses absolument terribles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'autre cofondateur d'OpenAI, du coup Elon Musk, a lui-même fondé son entreprise dans l'IA, XAI, je crois, et a dévoilé il n'y a pas très longtemps une sorte de concurrent à ChatGPT, Grok, qui est globalement une sorte de ChatGPT réactionnaire, anti-woke et voilà. Donc c'est vraiment merveilleux. C'est, 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 Elon Musk, on l'avait cité parce qu'il avait cofondé OpenAI. Il est sorti, donc cofondé en 2015, il en est sorti en 2018. Ça, c'était le point. Non, Elon Musk ne fait plus partie d'OpenAI depuis 2018. Ça ne veut pas dire qu'il s'intéresse plus à l'IA. Et oui, effectivement, Elon Musk n'a aucune difficulté à dire bon ben voilà, je vais investir dedans et je vais essayer de rattraper. Et justement, quand tu parles d'IA réactionnaire et ainsi de suite, c'est un autre élément dans la course et dans le danger de l'intelligence artificielle, c'est que un modèle de langage, un système d'IA entraîné sur beaucoup de textes, on va dire naïvement, euh, va être dangereux et problématique et pas juste et tout ce que tu veux. Et il faut une couche supplémentaire d'entraînement spécifique pour le guider vers des trucs plus consensuels, moins dangereux, qui vont pas te filer la recette du napalm si tu lui demandes gentiment, ce genre de choses. Ou qui vont pas te générer par exemple des emails de scam, des emails d'arnaque à volonté, parce que si tu sais écrire à peu près n'importe quoi, pourquoi tu le ferais pas pour des emails d'arnaque? Donc il faut un entraînement supplémentaire. Et tu peux, du coup, vu que c'est a posteriori, tu peux très bien construire une IA sans la dernière étape. Il y a absolument rien techniquement qui t'empêche de sortir une IA qui n'a pas les garde-fous qu'on lui a mis après. Et c'est un des plus gros problèmes dans la sûreté de l'IA, c'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui, on a des techniques pour a posteriori rapprocher des gros systèmes puissants de l'alignement, et encore c'est pas parfait du tout, mais on n'a pas de technique pour que ça soit aligné dès le début. Cela dit, je pense qu'on peut quand même avoir un petit peu plus d'espoir sur Sam Altman qu'Elon Musk, et je suis pas du tout certain de ce que je vais dire là, tu me diras si c'est correct ou pas, mais disons que Elon Musk est quand même beaucoup plus dans une optique de troll et voilà, à partager plusieurs fois des trucs très conspirationnistes, liés à l'extrême droite, etc. Là où Sam Altman est quand même plus modéré, disons, un peu plus démocrate peut-être, voilà. Donc peut-être il y a un peu moins de risques à ce niveau-là, je sais pas. Ben, comment dire, l'avantage d'Elon Musk, c'est que il a une réputation extrêmement bien établie de troll. C'est-à-dire que quand il fait des trucs provoquants, c'est pas surprenant. On sait qu'il va faire n'importe quoi. Et un gros danger, c'est ok, bah
non seulement il va faire des trucs qui font n'importe quoi, et il a beaucoup de ressources financières pour faire n'importe quoi. Donc ça, c'est un problème. Et à côté, il y a le problème de comment on fait aussi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens techniquement aussi ambitieux qu'Elon Musk, mais qui vont convaincre le monde de dire ne vous inquiétez pas, on a écouté vos problèmes. Effectivement, nous faisons très attention à la justice et à l'éthique et regardez toutes les autres Google et Facebook font pas assez d'efforts en éthique. Nous, on est vraiment bien et qu'en fait derrière il y a rien techniquement qui justifie ça. Il n'y a pas de progrès. Vouloir quelque chose, ça veut pas dire que vous allez y arriver quand vous êtes en train de construire des trucs qui sont plus puissants et qui peuvent vous dépasser. Facebook n'a pas réussi. Et pourtant, Facebook, ils en mettent des caisses sur le fait qu'ils essaient de respecter l'éthique. Ça les a pas empêchés de sortir Tay, à l'époque, le bot Twitter qui disait des trucs racistes au bout de 24 heures. Ça les a pas empêchés de sortir bref. Côté Microsoft, pareil, ça ne les a pas empêchés de sortir Bing Chat, pardon. Qui faisait n'importe quoi également, encore pire que ce qu'avait pu faire OpenAI. Donc, les intentions sont peut-être jolies, mais généralement, ça résiste pas à publier des trucs sur Internet et à avoir vraiment des milliers de personnes qui vont justement essayer de troller le système. Et effectivement, les trolls sont chiants, mais on n'a pas de meilleur moyen encore en 2023 de mettre à jour des vulnérabilités de systèmes puissants qu'en essayant de les troller. Je trouve ça triste. Je trouve ça très triste que notre plus grande barrière de sécurité en 2023, ce soit des trolls qui se jettent sur le dernier système puissant en date pour montrer que c'est vulnérable à du troll. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment beaucoup mieux et plus efficace. Ça va pas nous sauver. Du coup, pour donner quelques probabilités là-dessus, justement avec ces marchés prédictifs notamment, donc là j'ai pris des statistiques de Manifold, donc il donne 15% de probabilité que Sam Altman soit le cofondateur d'un concurrent sérieux à OpenAI d'ici 2024. Donc là je pense que le d'ici 2024 joue beaucoup étant donné qu'on est proche de 2024, peut-être que si c'était d'ici 2025, le pourcentage augmenterait un peu aussi. Et donc il donne 66% de probabilité que Sam Altman soit à nouveau directeur d'OpenAI d'ici fin 2023. Donc intéressant, intéressant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que de ce que j'ai vu, la plupart des gens disent que si Sam Altman ne redevient pas le directeur d'OpenAI, le plus probable, ça soit justement Miriam Murati, donc qui est actuellement par intérim, directrice par intérim, qui reste directrice. Apparemment, il y aurait peu de personnes au sein de l'entreprise qui pourraient vraiment prendre sa place, mais évidemment, ça reste incertain, quoi. Il y a aussi beaucoup de gens qui partagent des rumeurs, notamment une rumeur disant que OpenAI aurait en interne une IA générale. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient annoncé, je crois qu'ils avaient dit quelque chose du genre que lorsqu'il y aurait une IA générale, on verrait des choses bizarres au sein de la gouvernance de l'entreprise, etc. Ce qui semble être le cas. Est-ce que selon toi, on doit accorder un certain crédit à ces rumeurs ou absolument pas? Il y a un problème de définition ici. C'est-à-dire que avoir une IA plus générale qu'avant, c'est-à-dire qui est capable de faire plus de choses et qui aurait un impact économique encore, je sais pas moi, 5 ou 10 fois supérieur à ChatGPT. Ok, plausible. Euh, euh, que ce soit une IA encore plus puissante et que du coup ça soit suffisamment puissant pour que, par exemple, le gouvernement américain se saisisse du dossier plus vite que prévu. Oui, plausible aussi. Une IA générale qui est suffisante pour faire des stratégies extrêmement originales, se répliquer sur Internet et faire absolument n'importe quoi si elle n'est pas alignée. Non, peu probable.
pour la bonne raison que on serait déjà au courant. Euh, C'est-à-dire que une IA suffisamment générale pour que qu'elle soit authentiquement dangereuse et un peu par construction hors du contrôle de OpenAI, et je ne pense pas que l'infrastructure d'OpenAI soit suffisamment blindée pour qu'un système suffisamment puissant ne se barre pas sur les internets. Donc oui, une IA plus générale, ok. Ça me paraît plausible. Donc, c'est un peu le scénario dont j'avais parlé il y a un quart d'heure. C'est-à-dire une IA authentiquement plus puissante pour que ça fasse vraiment des vagues au niveau du gouvernement ou de l'économie et que ça commence à péter des trucs. Mais une IA générale au sens où on l'entend pour les risques catastrophiques de l'IA, je pense pas. Oui, parce que finalement, je crois qu'ils avaient dit quelque chose du genre que c'est 6 personnes au sein de l'entreprise, une sorte de comité qui devrait dire quand l'IA serait générale ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que je pense qu'il peut y avoir une très grande confusion autour des termes. Ouais. Oui, surtout que le charter d'OpenAI, la charte d'OpenAI est vague sur le sujet, et l'intégralité, enfin, beaucoup de la littérature en sûreté de l'IA est également vague sur le sujet. Mais c'est normal. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de concret encore. Mhm. Et imaginons-nous dans un futur absolument merveilleux, nous sommes en 2040 et nous venons de trouver une solution à l'alignement des IA générales et des super intelligences artificielles. Euh, Quelle est la probabilité que cette solution vienne d'OpenAI? Est-ce que OpenAI reste malgré tout une des structures les meilleures là-dedans finalement? On a souvent dit, j'ai l'impression qu'OpenAI est problématique à bien des niveaux, mais finalement, est-ce que parmi toutes ces entreprises problématiques, ça reste pas une de celles qui a le plus de probabilité d'arriver à une solution pour l'alignement? Alors, c'est une excellente question dans le sujet de la sûreté. L'agenda technique d'OpenAI sur la sûreté, donc ça s'appelle le super alignement. Euh, leur, euh, Leur idée en assez gros, c'est d'utiliser des systèmes d'IA puissants pour aider à aligner des systèmes d'IA encore plus puissants. C'est pas une idée extrêmement nouvelle et on a beaucoup de mal à l'opérationnaliser. Il y a eu beaucoup de critiques de cet agenda sur le sujet. J'en reparlerai peut-être quelque part ailleurs sur l'Internet, pour essayer de décortiquer ça et les critiques de ce plan. De ce que j'entends, c'est pas... Ah, la probabilité est relativement faible que ça marche. On a assez peu... Quand tu dis faible, Le est-ce que tu peux principal donner un ordre de problème... grandeur? Ah oui, oui, oui. Allez, moins de 10%. Moins de 10% et même peut-être moins de 5%. C'est-à-dire, ok, pardon, moins de 10% que cette solution proposée, que ce plan d'OpenAI marche, que ce soit celui qui mène en 2040, on a trouvé la solution à l'alignement. Euh, la manière d'être plus optimiste serait que, par exemple, OpenAI décuple typiquement sa recherche en sûreté. Auquel cas, oui, si la solution vient, il y a plus de chances que ça vienne d'OpenAI parce qu'il y a plus de gens chez OpenAI, parce que OpenAI a littéralement une plus grande partie des chercheurs en alignement. Donc ma prédiction de 5-10%, c'est sur le fait que le plan actuel pour aligner des IA chez OpenAI marche. Prédire si OpenAI va faire plus de sûreté dans le futur, euh, c'est le truc dont on a parlé, ça va dépendre de leur gouvernance future. Ça, je n'en sais pas grand-chose. C'est est-ce qu'ils vont résister à l'appel du profit? Dit comme ça, c'est terrible, mais est-ce qu'ils vont suivre leur propre charte? On l'espère.
Alors, sachant que je vais juste faire une très légère parenthèse sur le truc sur lequel tu conditionnes, c'est-à-dire le fait qu'on ait trouvé la solution en 2040, c'est quelque chose qui, dans la communauté de la sûreté, est déjà considéré comme assez peu probable suivant à qui tu demandes. C'est-à-dire, si on trouve si on trouve d'ici 2040 une solution à la sûreté, ce serait déjà miraculeux. Parce que c'est un problème authentiquement compliqué et à moins d'avoir un investissement massif dans la sûreté, ce ne sera pas fait en 2040. C'est pas avec quelques centaines de clampins, même s'ils sont tous très motivés. C'est un projet ambitieux. Donc, ouais, je suis assez. Là, c'est des estimations assez pessimistes. Ce que j'espère aussi, c'est que il y ait plus de gens qui bossent sur le sujet. C'est-à-dire que ce ne soit pas à l'initiative d'OpenAI d'investir dans la sûreté que découle un plus grand intérêt pour la sûreté. J'ai pas envie qu'on dépende des gros qui accélèrent pour que la recherche soit faite. C'est comme si ouais, non, j'allais faire une comparaison en cybersécurité. C'est comme si, par exemple, on faisait confiance aux plus gros trucs comme Microsoft, IBM, Nvidia, ou tous les plus gros constructeurs de matériel informatique et de logiciels pour faire des progrès en cybersécurité. Là, tout le monde va hurler, mais non, non, il faut des lois, il faut des labos, il faut des labos publics, il faut plus de gens sur le truc. Tu ne peux pas dépendre d'une poignée d'entreprises pour faire un truc qui est aussi critique. Donc, la source de mon optimisme viendra d'une, on va dire, prolifération, d'un essaimage de la recherche en sûreté. Ouais, d'autant qu'ici, c'est les entreprises, ces entreprises qui fondent la sûreté sont souvent des entreprises qui ont intérêt justement à avoir le plus de profit possible, à gagner la course, etc. Donc il y a vraiment une sorte de contradiction comme ça. Il y a une remarque qui revient souvent dans ce genre de discussion, c'est des gens qui vont te dire, oui, mais finalement, est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Dans le sens que ceux qui nous alertent sur les risques d'une IA générale ou d'une super IA sont souvent justement ceux qui vont créer ces systèmes. Donc, on voit que dans la plupart des autres industries dans lesquelles les risques sont extrêmement dangereux, on peut pas penser à l'industrie du tabac par exemple, la stratégie est généralement l'inverse. On va semer le doute. On va dire, ah, mais est-ce que le tabac c'est vraiment dangereux? Est-ce que ils veulent pas nous imposer des choses? On est les garants de la liberté ou des choses comme ça. Tandis que là, c'est plutôt des entreprises qui vont jouer à un jeu un petit peu bizarre, à dire finalement notre produit pourrait détruire l'humanité. On met des solutions, etc. À même parfois appeler aux institutions, à dire aux institutions régulez-nous parce que c'est un risque sérieux, etc. Enfin, c'est vraiment un comportement extrêmement bizarre pour des entreprises du genre. Il y a beaucoup de gens qui disent finalement, est-ce que tout ça, c'est pas une sorte de grande stratégie marketing pour qu'on parle d'eux et puis qu'on se dise, waouh, leur produit est tellement puissant qu'il pourrait détruire l'humanité ou quelque chose comme ça. C'est une remarque qui revient vraiment souvent dans ce genre de discussion. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme tu l'as décrit, c'est que c'est pas comme ça qu'on fait de la capture réglementaire traditionnellement. C'est pas comme ça. Alors, c'est pas en hurlant à peu près partout que tu vas rassurer les gouvernements sur le fait que ce que tu fais c'est super cool. C'est, il y a assez peu, il y a, il y a pas alors, il n'y a pas une position de monopole d'OpenAI. C'est OpenAI sont les premiers en termes de capabilities, mais la course, il suffit. Ok, OpenAI n'a pas énormément d'avance sur ses concurrents. Il a une avance temporelle, ils ont quelques astuces, mais fondamentalement sur tout le marché de l'intelligence artificielle, ils n'ont pas un avantage stratégique, monopole, où ils vont pouvoir dire, bah, écoutez, on va faire des lois qui vont juste nous avantager, nous. Ce qui est en train de se passer
au niveau. Alors, ok, pardon. Tu avais deux parties. Il y a la partie marketing et la partie régulation. La partie marketing, je pense pas que ce soit l'argument que faire flipper les gens soit l'argument principal. L'argument principal, c'est, on la retrouve dans la com des produits d'OpenAI, c'est ChatGPT fait des tas de trucs. Et le reste de l'Internet et toutes les vidéos que tu vois sur ChatGPT, c'est waouh! ChatGPT fait plein de trucs. OpenAI n'a pas besoin d'insister là-dessus. Le reste de l'Internet le fait pour eux. Donc, le coût du marketing avec le risque, c'est pas le risque qui est en train de pousser, la com d'OpenAI. Sauf, pas envers le public, mais par contre pour les institutions et les gouvernements, par exemple, il y a eu un sommet sur la sûreté de l'IA récemment au Royaume-Uni où il y avait des représentants de une bonne quarantaine de pays, dont les pays les plus impliqués dans la course à l'IA, on va dire. Hein. Il y avait l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Inde, la Chine, les États-Unis, voilà. Hop. Et qui disent, effectivement, nous sommes d'accord sur un document comme quoi l'IA, c'est dangereux, va falloir nous coordonner pour faire des trucs dessus. Alors, c'est juste une déclaration, hein, il n'y a pas de. Les Anglais diraient it has no teeth. Il y a pas de. Ça mord pas encore. Ça ne menace pas encore quoi que ce soit. Mais c'est une première étape pour dire ah, c'est sur les radars des gens. Est-ce que c'est un coup de com'? Mais oui, mais si c'est un coup de com', il y a aussi plein de coups de com' là-dessus. En parallèle, les États-Unis ont aussi sorti, donc Joe Biden a sorti un executive order pour dire alors voilà, à partir de maintenant, toutes les entreprises qui sont au-delà d'une certaine quantité de puissance de calcul ou qui entraînent des trucs qui demandent telle quantité de puissance de calcul doivent faire des rapports au gouvernement américain. Et aussi, par le même ordre, on demande des tas de rapports sur les possibilités du futur de l'IA et machin et bidule. Si c'est un mouvement pour que OpenAI, le gouvernement américain, les laisse tranquilles, ils ont très mal joué. Parce que a priori, la surveillance et le monitoring, c'est la première étape pour ensuite réguler. C'est encore un problème de le chemin pour avoir des bons trucs en gouvernance et avoir des mauvais trucs en gouvernance a un tronc commun. On va passer par faire en sorte que les entreprises soient le plus transparentes possible, faire en sorte que les entreprises fassent des rapports, que les gouvernements donnent un guidage de voilà ce qu'on veut, voilà. Et après, là où ça va vraiment faire la différence, c'est est-ce que à terme, ça va juste donner une liste de cases à cocher aux entreprises pour dire voilà quoi faire et après on vous laisse tranquille, ce qui serait un des pires trucs qui pourrait arriver, parce que du coup le gouvernement fermera les yeux jusqu'à ce qu'il y ait une catastrophe, ou bien à la place c'est dire on utilise ces métriques pour dire non, là vous êtes en train de faire n'importe quoi, stop. C'est-à-dire que ce soit que toute cette belle infrastructure de gouvernance soit utilisée au service de la réduction des risques, plutôt que de faire, comme dirait de l'ethics washing. C'est de dire, nous donnons une apparence d'éthique et de bonne gouvernance de ce que nous faisons, mais en fait, on fait que cocher les cases et basta. Et les deux commencent pareil. Il peut y avoir aussi peut-être une sorte de stratégie de ces entreprises à finalement montrer qu'elles prennent au sérieux ce genre de risque pour dire finalement nous les prenons au sérieux, il n'y a pas besoin de tant nous réguler que ça, on peut s'auto-réguler finalement pour on a les stratégies nous-mêmes, vous inquiétez pas, on prend tous ces risques au sérieux, on en a conscience, là où peut-être si elles niaient ces risques, beaucoup de gens voudraient des régulations beaucoup plus fortes.
C'est ça. Alors, j'ai justement c'est littéralement le premier résultat de Google. C'était merveilleux. Donc, c'était le merveilleux article du New York Times qui date du 16 mai 2023 et qui disait, bon, bah, Sam Altman de OpenAI, devant une audition au Sénat américain, il veut qu'on les régule. C'est, s'il vous plaît, régulez-nous. Et après, du coup, ce qui peut se passer, c'est régulez-nous avec les règles que nous avons établies, et auquel cas, on a le truc assez classique de capture régulatoire. Mais mon hypothèse à moi, c'est que bah, ça va pas, comme OpenAI n'a pas le monopole, ça va pas les empêcher d'avoir des tas de concurrents qui vont juste les rattraper. Si c'est bien fait. Peut-être que je suis beaucoup trop naïf sur cette gouvernance, mais voilà. Mais le message qui est envoyé, c'est pas on va s'autoréguler, c'est régulez-nous. C'est de la responsabilité des institutions de dire bon ben on va vous prendre au mot et bam, ok. Après, comme tu le dis, il peut y avoir un effet régulez-nous, mais avec les régulations qu'on vous propose à quelque part. C'est ça. Alors après, ça c'est les États-Unis. Côté Union européenne, vu qu'il n'y a pas énormément d'acteurs en IA du même tonneau qu'OpenAI, c'est régulation d'abord et après les entreprises qui vont devoir gérer ensuite. Mais même encore aujourd'hui, on a des dissensions au sein de l'Union européenne sur le fait que est-ce que la France, typiquement, est vraiment motivée pour qu'on régule l'IA alors que maintenant on a des cartes à jouer avec Mistral et moi je commence à m'arracher les cheveux. Donc, Mistral, qui est une entreprise française dans l'IA qui pourrait potentiellement concurrencer ChatGPT et les produits du genre. C'est ça. C'est typique, c'est un cas typique d'entreprise que s'il y a un plafond à ce que peut faire OpenAI grâce à la régulation, va avoir l'opportunité de rattraper OpenAI parce que si OpenAI ralentit, les autres la rattrapent. Et je me dis, mais du coup, si même en ayant une idée pour réguler l'IA a priori, et que les entreprises ont et que des entreprises ont suffisamment de puissance pour dire que oh non, en fait, on n'a pas besoin de régulation, eh ben on n'est pas rendu. On est vraiment pas rendu. Là, c'est même plus de, enfin, c'est même plus de la capture régulatoire par les entreprises, c'est de l'incompétence manifeste des gouvernements. Hmm. Ouais, tout à fait, mais je pense qu'il y a de bonnes chances d'accorder quand même pas mal de crédit à cette hypothèse. Mais on en reparlera dans de prochains épisodes avec des invités spécialisés en gouvernance. Mais du coup, c'est quand même un peu bizarre parce que on a l'impression, voilà, que finalement ceux qui nous alertent sont en même temps ceux qui posent les problèmes. C'est une sorte de pompier pyromane. Du coup, comment expliquer justement que ces gens qui, s'ils sont sincèrement animés par ces risques, prennent ces risques au sérieux, comme Sam Altman ou Elon Musk. Voilà, Elon Musk qui est connu pour des déclarations tonitruantes sur la fin de l'humanité. Le meilleur scénario, c'est que l'IA nous prenne pour des animaux de compagnie ou ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'ils font n'importe quoi? Mon hypothèse numéro un est une confiance extrêmement démesurée en leur capacité à appuyer sur le bouton rouge et en leur capacité à déterminer à quel moment il faut appuyer dessus. C'est-à-dire, mon hypothèse numéro un, c'est on a la main, on verra venir, on est au plus près du truc, on saura détecter quand ça va mal se passer, et vous inquiétez pas, on s'arrêtera. Faites-nous confiance. C'est même pas de la régulation à ce sujet, c'est vraiment sur le truc technique qu'ils font. C'est indépendamment de toute régulation possible.
Voilà, on saura s'arrêter avant qu'il y ait un problème. Du coup, Ok. ouais, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que finalement, tu pourrais nous donner un petit peu une conclusion de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce podcast? Ouais. Euh, donc là, on a une situation avec OpenAI qui est en train de tester d'une façon extrêmement, enfin, inattendue en termes d'événements et extrêmement forte, la capacité d'OpenAI à faire de la gouvernance dans la bonne direction. C'est est-ce que la structure OpenAI va survivre au départ de Sam Altman? Est-ce que ça va aller pour le mieux en termes de sûreté? On va le savoir, à mon avis, très vite. Il y a tout un contexte autour d'intérêts contradictoires entre pousser très loin et faire en sorte que les systèmes d'IA toujours plus puissants ne fassent pas n'importe quoi. Et tout ce contexte, encore aujourd'hui, n'a pas été testé. On ne sait pas si cette méthode de faire les choses, la méthode d'OpenAI, marche. Et c'est moins ce qu'il faut retenir, ce que je considère qu'il faut retenir du podcast, c'est surtout le contexte et les choses à regarder dans les prochaines semaines. C'est est-ce que Sam Altman revient? Est-ce que OpenAI continue à faire des annonces en ayant des produits toujours plus puissants avec toujours aucune accélération de la sûreté en interne? Si c'est le cas, ça veut dire que leur méthode de gouvernance, bah non, en fait, elle n'était pas aussi bonne et qu'il va falloir en trouver d'autres. Et puis, du coup, pour comprendre de façon plus profonde les risques liés à l'IA, les différents sujets qui y sont liés, on peut renvoyer les gens, du coup, vers ta chaîne YouTube sur laquelle tu vas très bientôt commencer à publier. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous rappeler peut-être le nom de ta chaîne et puis les différentes choses qu'on pourra retrouver dessus? Ouais. Donc la chaîne s'appelle Suboptimal IA. Elle va publier sa première vidéo normalement quelques jours après que celle-là, quelques jours après la sortie de celle-ci. Donc cette fois c'est la bonne, pour les gens qui me suivent depuis un certain temps, cette fois c'est la bonne. Et donc je vais commencer par les bases de l'IA, les bases de l'alignement de l'IA, c'est-à-dire pourquoi on peut s'attendre à ce qu'il y ait un problème quand des machines sont plus puissantes et qu'elles ne font pas ce qu'on veut. Et une fois que les bases seront posées, eh bien, des commentaires sur l'actualité de la sûreté et sur tout ce qui se passe dans ce petit monde, un peu les mêmes sujets qu'on a abordés dans ce podcast. Génial. Bah, j'imagine que si vous êtes resté jusqu'ici à écouter le podcast, vous serez intéressé par cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Encore une fois, merci beaucoup Jérémy pour toutes ces informations et ben, au plaisir. Merci à toi pour ton invitation. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.